Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Bonjour, voici Cinérama numéro 3, un petit résumé par l'équipe cinéma de Télérama de l'actualité de la semaine. Comme vous le savez, vous êtes presque habitués maintenant, vous pouvez nous adresser vos remarques et nous poser vos questions auxquelles on essaiera tant bien que mal de répondre. Quand je dis on, c'est Samuel Douer et moi, Samuel, qui sera mon alter ego, mon interlocuteur pour cette petite revue des films de la semaine. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas, à cette heure-là, on peut dire les deux. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Bon, eh bien, nous allons commencer par le film qu'on a mis un peu en vedette cette semaine, c'est-à-dire La Confession de Nicolas Boukrieff. Alors, certains cinéphiles n'ont sûrement pas oublié que La Confession est inspirée d'un roman de Béatrix Beck, qui avait déjà été adapté au début des années 60 par Jean-Pierre Melville avec Jean-Paul Belmondo et Emmanuel Riva, mais aussi, on le sait moins, par Emmanuel Carrère dans un téléfilm de Pierre Boutron dans les années 90 avec Nicole Garcia et Robin Renucci. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, un jeune prêtre tout nouveau, tout beau, arrive dans une petite ville de province et toutes les pénitentes l'accueillent avec un enthousiasme et une foi renouvelée, toutes sauf Barney, interprété donc par Marine Vact. Je n'ai pas dit que c'était Romain Duris, si je l'ai dit, qui interprétait Léon Morin-Prêtre, sauf donc Barney, interprété par Marine Vact, qui, elle, est communiste, athée, et qui va essayer de s'opposer par toutes ses forces au beau curé séducteur. Mais séducteur dans le bon sens du terme, qui veut amener toutes ses ouailles à Dieu, bien entendu. Alors, est-ce que c'est un film qui t'a plu, moyen, beaucoup ? Le problème du film, c'est que... Ah, déjà les problèmes. Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même... On ne peut pas ne pas penser à la première version du film, qui est Léon Morin-Prêtre de Jean-Pierre Melville. C'est un très beau film, voilà, noir et blanc, super. L'adaptation est assez différente, c'est-à-dire que Melville était sans doute plus fidèle au roman que ne l'est Boukrieff. Et les films sont assez différents, mais... Voilà, moi je trouve que Boukrieff n'est pas au même niveau de puissance de mise en scène que Melville. Donc c'est ce qui évidemment gêne un peu, et quand il y a toujours des adaptations différentes, enfin antérieures d'un même roman, on fait forcément référence à l'autre, quoi. On ne peut pas ne pas. On ne peut pas ne pas, et notamment au niveau des comédiens. Alors pour Duris, je trouve qu'il s'en sort très bien, je pense qu'il supporte vraiment très bien la comparaison avec Belmondo. Marine Vact avec Emmanuel Riva... C'est pas tout à fait le même Marine niveau. Vact le joue, cela dit, pour la défendre un peu. C'est vrai qu'Emmanuel Riva le jouait beaucoup plus vibrante, oui. beaucoup plus fiévreuse. Marine Vact le joue beaucoup plus hautaine, beaucoup plus renfermée en elle-même, et en même temps, elle lui donne de la force en même temps. On est plus, le film lui-même est peut-être plus... On est beaucoup dans les scènes de confessionnal, le film est plus sombre que celui de Melville. Et effectivement, il y a moins de fièvre, je trouve, que dans l'autre. Alors, Romain Duris, justement, interprète Léon Morin. On l'a rencontré et je vous propose de regarder ce qu'il pense de son personnage, ce qu'il pense de Léon Morin, prêtre. Je pense qu'il est séduisant, il est moderne pour son époque, il est très vivant, il est très humain, en fait. Il est sur terre, il ne plane pas, il ramène, j'ai l'impression, la religion à quelque chose de très accessible. Pourquoi voulez-vous avoir des preuves ? Mais parce que sans preuve, comment voulez-vous que je croie en lui ? En somme, si vous étiez absolument sûr que Dieu a une existence, vous deviendriez croyante. Évidemment. Alors c'est un film très esthétisant qu'a réussi le réalisateur. En même temps, c'est très très beau. Oui, c'est très beau. Il y a une très très belle photo. C'est très noble. Ça joue beaucoup sur les clairs-obscurs. C'est très noble. Alors en même temps, c'est vrai que moi j'ai retrouvé un petit passage du livre de Béatrix Beck qui était une insolente. Et alors juste pour dire voilà comment elle décrivait. Monsieur l'abbé, je voudrais vous dire quelque chose. Articulage avec difficulté. Il leva vers moi des yeux attentifs. Voilà, je suis flambé. Vous êtes flambé ? Oui, je me convertis, je suis à vos ordres. Elle est complètement braque, cette fille, murmura Léon Morin. Alors, c'est vrai que ce style-là, qu'on trouvait un peu chez Melville, là, il l'a totalement enlevé. On est plus dans
C'est très noble. Plus solennel que peut-être que le film de Melville, qui était. Et effectivement, le côté esthétisant, moi, c'est vrai que c'est très beau. C'est peut-être un peu trop. On est peut-être justement un petit peu trop dans la belle image. Justement, c'est clair-obscur, très travaillé. Après, bon, l'image rend vraiment hommage à la beauté des deux comédiens. Ça, c'est. On comprend effectivement l'attraction entre les deux. Hein. Mais pourquoi l'avoir fait? C'est-à-dire que c'est pas un film en même temps, c'est un film très terrestre en même temps. Oui. Il n'y a pas tellement de spiritualité. Spiritualité, non, parce que alors que même que le personnage qu'incarne Marine Vact est vraiment athée, communiste et veut... c'est un défi à la base. C'est ça, c'est une provocation, il y a bien sûr, oui. l'amour qui naît avec cet amour autrement, comme dit joliment Nicolas Boukrieff, qui naît entre les deux, quoi. Donc, effectivement, mais c'est vrai que on est un peu, le film est un peu bancal là-dessus. On ne sait pas très bien où ça va, quoi. Je trouve que vraiment le film de Melville était plus tenu dans ses objectifs, quoi. Bon, alors, on a fait à peu près le tour de la question. Je vous propose... d'abord, si vous l'avez déjà vu, vous nous le dites très très vite. Et en attendant, je vous propose de passer donc à notre deuxième film qu'on appelle, nous, la petite perle, en tout cas le coup de cœur, c'est-à-dire le film que vous auriez peut-être pas été voir si Télérama ne vous l'avait pas conseillé. Alors, c'est un film qui s'appelle Citoyen d'honneur. Alors, c'est l'histoire, très rapidement, d'un prix Nobel de littérature, qui s'est d'ailleurs... qui a prononcé au moment du discours de réception un discours qui lui a pas fait que du bien, c'est-à-dire qu'il a quand même dit la vérité aux votants du prix Nobel, donc il n'a pas été très populaire, et c'est un type qui est hyperstar, reclus chez lui, honoré partout, et qui refuse absolument toutes les invitations, ou presque, parce que ça ne l'intéresse pas, et sauf qu'arrive un jour une invitation de son village natal. Et là, curieusement, il décide d'accepter sans doute pour retrouver son passé. Alors je vous propose de voir quelques images de ce film et après on vous dira pourquoi on l'a aimé. Diego, el Papa, Messi. Y ahora vos, Daniel querido. 1, 2, 3, wiki. Daniel, ¿por qué sos escritor? Titi. Antonio. La fuente de mis relatos se quedó acá en el pueblo. Mi infancia, la gente, vos. ¿Qué toma el premio Nobel de Literatura Daniel Mantovani cuando tiene sed? Toma jugos San Miguel. Alors, ce film, pourquoi l'a-t-on choisi? Enfin, moi, je vais m'expliquer, mais toi, Samuel? On l'a choisi parce que c'est une comédie féroce dans la lignée de la comédie à l'italienne de la grande époque. C'est vraiment une très belle galerie de personnages, très incisive. Le film est assez corrosif dans sa manière de montrer ce personnage d'écrivain un peu infatué quand même. Oui, il est très imbu de lui-même, très conscient de sa valeur. Alors sans doute très génial, mais aussi très odieux, et qui retourne en fait dans son village natal, genre 40 ans après, ça fait 40 ans qu'il n'y est pas retourné, et tout se passe mal, quoi. Et je trouve que le film est assez fort là-dessus, parce qu'on se doute que ça ne va pas très bien se passer, mais ça va toujours un petit peu plus loin que ce à quoi on s'attend. Et en fait, c'est les retrouvailles avec les personnages de sa vie, et on se rend compte, en fait, petit à petit, que toute son œuvre vient de là, quoi. Et ce qui explique peut-être pourquoi ça se passe mal, quoi, dans son retour au village natal. Et ça se passe mal dès le début, parce qu'il y a une sorte d'ahurie qui vient à l'accueillir, à la gare de Buenos Aires, pour l'amener dans le fameux village assez lointain de Salas. Et il tombe en panne, il est obligé de passer la nuit... Oui, dans un endroit qui n'était pas prévu, enfin, et tout va mal. Il retrouve un amour de jeunesse. Mais dans cette séquence-là, il est même obligé de déchirer des pages d'un de ses livres pour se chauffer, en quelque sorte. Oui. Donc il y a une ironie quand même féroce à ce qu'un grand romancier en soit réduit pour se chauffer à détruire son œuvre, en quelque sorte. Et c'est ça, c'est une espèce... Alors ils sont deux, je n'ai pas cité... Les réalisateurs, donc c'est Mariano... Alors c'est Mariano Cohn et Gaston Duprat, et l'acteur qu'il faut citer aussi... formidable, qui a eu le prix d'interprétation à Venise, d'ailleurs, pour son rôle, c'est Oscar Martinez, qui est... alors je parlais de la comédie italienne, il y a un côté Nino Manfredi. C'est ça. Voilà, c'est vraiment ce type de personnage qui est à la fois
odieux, mais vraiment odieux, et quand même très attachant, quoi. Il arrive vraiment à jouer les cyniques et le type finalement à qui il arrive des malheurs qu'on finit par plaindre. Je trouve qu'il c'est vraiment une très très belle performance d'acteur. Et alors, ce qui est bien dans le film, je trouve, c'est que au fur et à mesure des rencontres qui deviennent de plus en plus violentes, parce qu'on en arrive quand même à un moment donné, il est quasiment obligé de le... Enfin, pas raconter, bien entendu, trop, mais enfin, c'est pas seulement de l'inimitié qu'il provoque. Non, c'est plus que ça. Oui. C'est plus que ça. Et alors, en même temps, il y a toujours une sorte de chaleur du regard. En effet, tu as raison de parler de la comédie à l'italienne, et aussi peut-être c'est un cinéaste, un film argentin, donc l'Argentine, les films de Carlos Sorin, comme ça, Monsieur Bombón el Perro, par exemple, mais qui sont toujours empreints d'un humanisme très très fort. C'est-à-dire que le film peut faire penser parfois au film qui s'appelait Les Nouveaux Monstres, c'est un film argentin qui est sorti, un film à sketch inégal, mais avec quand même des sketchs super drôles, mais c'était très très corrosif, très méchant. Là, il y a de ça, mais il y a quand même toujours un peu plus d'humanité, de tendresse, effectivement, envers ce personnage, malgré tous ses défauts. Et quel est le moment que tu préfères, par exemple? Non, la scène dont tu parlais, effectivement, avec le début, avec la Hurie qui vient le chercher, parce que là, ça commence, ça donne bien le ton de ce qui va arriver après, et ça, c'est vraiment un très bon moment, quoi. Voilà, il y a Jean qui nous dit, il nous fait part d'une remarque, le cinéma argentin a l'air en forme en ce moment, conférait justement Les Nouveaux Sauvages, mais ça fait quelques années que le cinéma argentin est à la pointe... Il y a eu vraiment des cinéastes argentins qui ont été révélés et qui, très curieusement, se réfèrent beaucoup à un cinéma italien en quelque sorte. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'Italiens en Argentine, mais enfin le style des films rappelle un peu le néoréalisme à l'italienne, enfin avec une espèce de tendresse toujours pour les personnages, même si en effet l'humour est noir et vache. Oui, souvent très vache quand même, oui, tout à fait. Voilà, voilà. Bon, écoutez, ça c'est le petit film un peu méconnu parce qu'il ne va pas sortir dans énormément de salles qu'on vous conseille de voir. Et dans quelques secondes, on va passer à la troisième partie où on va vous conseiller quelques films à la télé et puis un DVD, vous allez voir. Alors, on a fait un choix, il y a d'autres, et peut-être que ceux qui nous écoutent vont nous en conseiller d'autres. Et naturellement, dès que je vois apparaître vos opinions, naturellement, je vous en fais part. Nous, on en a choisi 3, on va commencer par Steve Jobs. Alors là, c'est pas compliqué, il passe tout à l'heure. C'est pas ce soir à 21h sur Canal+. Sur Canal+. Pourquoi Steve Jobs? Alors, Steve Jobs, donc, c'est le portrait de Steve Jobs, mais de manière, c'est un biopic très original, très différent de ce que fait d'habitude le cinéma hollywoodien, puisqu'en fait, on voit Steve Jobs à travers 3 moments de sa vie très particuliers. C'est 3 lancements de produits phares, donc un succès d'estime qui sera un bid commercial, un vrai bid et un triomphe, puisque c'est l'iMac. Voilà, et c'est sur les 3. Et en fait, à chaque fois, on est le jour même du lancement, la présentation à la presse, et on est dans les coulisses qui précèdent la présentation. Alors c'est théâtral, mais dans le bon sens du terme. Oui. C'est-à-dire que le scénario a été écrit, magnifique, a été écrit par Aaron Sorkin, donc grand scénariste de série télé aussi, qui est en fait un scénariste de dialogue. Il y a beaucoup de dialogues, ça parle tout le temps, très vite. C'est celui qui avait fait également The Social Network pour David Fincher. Un chef-d'œuvre. Alors, c'est vrai que c'est presque pour lui qu'on vous conseille de voir le film, plus que pour la mise en scène de Danny Boyle, qui est, disons, honnête. Elle est plus modérée, plus sage que d'habitude, ce qui n'est pas dommage. Alors, le problème, c'est qu'elle repose sur des procédés. À la base, c'est plutôt une bonne idée. Ils sont filmés de manière différente les 3 fois. C'est une fois en 16 mm, une fois en 35 mm, une fois en numérique. Ce n'est pas les mêmes lumières. Mais ça finit par faire un peu procédé, la répétition Alors, bon, mais malgré tout... le scénario est très très bien. Très très bien, Aaron Sorkin, et puis Michael Fassbender qui joue donc Steve Jobs, qui est formidable. Alors, ce qui est marrant, c'est que la semaine dernière, Frédéric et toi parliez de Leonardo DiCaprio dans The Revenant, qui ne disait rien, qui ne disait pas un mot, quoi, en quelque sorte. Et qui a obtenu l'Oscar. Et son rival cette année-là pour l'Oscar était Michael Fassbender, qui ne fait que parler. Il parle tout le temps. Qui ne fait que parler. Donc c'est assez amusant de voir que c'est le silencieux qui a gagné et celui qui parle beaucoup qui a cette fois-ci perdu. Mais n'empêche qu'il est absolument étonnant, je trouve, Fassbender. Et un mot aussi pour les autres. Enfin, pour une autre, il y a Kate Winslet qui joue le rôle de sa...
son bras droit, son fidèle bras droit, quoi qu'il arrive, elle est vraiment extraordinaire, quoi. C'est peut-être un de ses plus beaux rôles. Alors, si vous n'avez pas peur du cinéma qui parle, mais qui est vraiment écrit avec intelligence et joué avec passion par Fassbender et Kate Winslet, donc tout à l'heure, Steve Jobs. Le deuxième qu'on a choisi, comme ça, c'est Naïd, c'est un film iranien de Ida, j'essaie de ne pas écorcher son nom, Panahandeh. Alors moi, je l'ai particulièrement... Et il va passer notamment à 22h20 sur OSS City... OCS City, pardon. Je ne sais plus quand, j'ai oublié. Mais en tout cas, pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que c'est une héroïne... donc iranienne, qui est un petit peu différente de l'habitude. C'est-à-dire que généralement, dans les films iraniens, les femmes montent dans des voitures et puis confient leur vie aux chauffeurs de taxi. C'est presque devenu un genre que ce type de film un peu comment dirais-je, répétitif. Et là, c'est une femme qui est en effet victime de la société et des hommes, mais qui s'en venge, c'est-à-dire qu'elle se venge de son ex-mari, elle manipule son nouvel amant, ce qui est quand même un peu délicat dans la société iranienne, tout ça pour garder son fils, mais aussi pour asseoir une vraie place sociale dans la vie. C'est-à-dire que elle fait un peu penser, cette héroïne, à une héroïne de Monkey Witch que jouait Anne Baxter dans Ève. C'est-à-dire que c'est une ambitieuse, mais c'est une ambitieuse qui est forcée de l'être pour survivre, mais ce n'est pas la femme... victime classique que l'on voit un peu trop souvent dans le cinéma iranien. C'est une maîtresse femme et voilà quoi. Oui, puis il y a vraiment une très belle mise en scène. C'est un premier film, je crois. C'est un premier film. Et une mise en scène assez fine, justement, il y a une très belle scène avec des caméras de surveillance. Elle utilise ça très très bien, notamment. Et oui, c'était une belle surprise. C'était un certain regard à Cannes. Ça n'a pas très bien marché à la sortie. En fait, c'est un peu Farhadi qui prend tous les spectateurs au cinéma iranien. Mais celui-là, c'est vraiment un très beau film qu'il faut rattraper. Ouais. Alors, un petit conseil d'Olivier, jeudi prochain et celui d'après, ne ratez pas les deux Mesrine sur France 3. Oui, non? Il y en a un qui est bien dans le souvenir et l'autre qui l'est un peu moins. Voilà. Alors, je ne sais pas si Olivier sera d'accord, mais le 1, je trouve vraiment bien. Ouais. Un bon film d'action, enfin un film d'action à la française, très rare en France, de cette qualité, avec de cette Vincent Cassel, qui est très bien. Contrairement à Olivier, qui semble aussi enthousiaste pour l'un ou pour l'autre, moi je trouve que le deuxième est nettement moins bon. Je pense aussi que le deuxième était moins intéressant pour nous parce qu'on connaissait plus la vie de Mesrine. Alors dans le premier, on apprenait, en tout cas moi j'avais appris beaucoup plus de choses sur la jeunesse de Mesrine. Et c'est vrai que c'était une très bonne surprise et on attendait peut-être beaucoup de la deuxième partie. C'était quand même moins bon. Alors, Steve Jobs, ça, on l'a dit. Naïd, totalement différent. Et le troisième qu'on vous a choisi, qui va passer à jeudi, notamment à 20h50, mais il est rediffusé plusieurs fois, c'est Snowpiercer, le transperce-neige, qui est une bande dessinée française. Oui. Bande dessinée française de Rochette et j'ai oublié les deux autres. Enfin, c'est une grande bande dessinée des années 70-80, un peu culte. Et donc adaptée par un Sud-Coréen. Voilà, Bong Joon-ho, grand réalisateur de films de genre coréen, mais très ambitieux, très audacieux. Et celui-là, c'est une super production qui a beaucoup de... En tout cas, ultra spectaculaire. Alors, c'est un train qui ne s'arrête pas. Un train qui s'arrête. Oui, en gros, il y a eu un cataclysme dans le monde entier. Le monde entier est soumis à la glaciation. Tout est figé dans le froid. Il y a juste ce train qui fait un mouvement perpétuel avec dedans une société avec les riches au bout du train. Et plus on va dans le fond du train, plus ils sont pauvres et plus et ils se nourrissent de ce qu'on leur donne, les riches. Quoi. Voilà. Enfin, c'est une métaphore de la lutte des classes. Très efficace. Très efficace. C'est un rythme absolument qui ne faiblit pas. C'est à la fois spectaculaire et en même temps, ça dit des choses sur le monde contemporain, donc sur les problèmes d'environnement et sur la lutte des classes qui en gros n'a... Enfin, ça se passe dans le futur, mais c'est Karl Marx puissance 10, quoi. Ça n'a pas bougé. C'est la violence et de pire en pire, quoi. Voilà, donc, voilà, peut-être que vous ne serez pas d'accord. Si, Juliana nous dit « Super film Snowpiercer ». Donc, ceux qui nous écoutent semblent d'accord avec nous. Alors, évidemment, il y a d'autres choses, mais on n'a choisi que 3, c'est déjà ça. Et c'est assez varié, en plus. Et c'est très varié, voilà. Alors... on inaugure une petite rubrique, on va en parler de temps à autre, parce que moi je suis fan absolu de musique de film. Et quelquefois, elles sont formidables, elles sont un peu moins personnelles, je trouve, ces temps-ci, mais c'est peut-être moi qui dis ça. Et il se trouve
qu'on est d'accord sur une musique de film qu'on vous conseille, un CD qui donc vient de sortir, et c'est Le secret de la chambre noire. Alors le film est signé... Qui sort également demain. Voilà, ils sont là. Donc le film est de Kiyoshi Kurosawa, et le compositeur c'est Grégoire Hetzel. Voilà, qui est quand même le compositeur français qui monte, on va dire. Qui est donc, à chaque fois on est séduit par ces musiques dans des registres très différents et dans des films très différents. Alors celle-là, si on pouvait elle accompagne très bien le film. C'est un film fantastique et romantique à la fois. Et c'est une musique, effectivement, qui sait créer l'effroi au bon moment, parfois de manière un petit peu en contrepoint. Et c'est une musique avec beaucoup de cordes, très, très romantique, mais qui marche très bien. Très lyrique, mais doucement lyrique, en quelque sorte. Oui, à l'image du film qui est dans des effets assez sobres tout le temps. Et la musique accompagne parfaitement le film. Et donc, dans le CD, il y a un petit livret explicatif dans lequel Grégoire Hetzel raconte sa collaboration avec Kiyoshi Kurosawa. C'est très intéressant parce que voilà, il raconte comment les échanges qu'il y a eu entre deux, les allers-retours. Il proposait des maquettes. Alors, Kurosawa disait oui, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est formidable. Et comment certaines musiques placées à tel moment se retrouvent à d'autres. C'est vraiment c'est le travail d'un compositeur avec un. Et il semblerait que la collaboration entre les deux s'est merveilleusement bien passée. Et on sent que vraiment Grégoire Hetzel a été en confiance tout le temps pour faire cette musique, et ça se ressent vraiment dans sa composition, dans sa partition. Alors juste pour vous signaler qu'il y a d'autres CD qui sont parus de ce compositeur. Alors il y a notamment le film d'Arnaud Desplechin, 3 souvenirs de ma jeunesse, et un qui n'est pas paru mais que je vous conseille, je ne sais pas, d'attraper si vous pouvez l'attraper, c'est la superbe musique que Grégoire Hetzel a composée pour le film La prochaine fois je viserai le cœur de Cédric Angers, qui est magnifique, splendide. C'est une des plus belles musiques qu'on ait entendues récemment. Et donc, essayez de l'écouter quelque part. Ça doit pouvoir se trouver, même si le CD n'existe pas. Juliana précise sa pensée sur Snowpiercer. Alors, attention, lutte des classes et système de caste. Ça remet en cause notre société dirigée par des oligarques. Oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, pour votre canapé, donc pendant le week-end, des films à la télé. Écoutez Grégoire Hetzel pour la musique qu'il a composée pour Le secret de la chambre noire. Et alors, un DVD qu'on vous a choisi, et on va revenir sur un film dont le DVD, qui est sorti au mois d'août de l'année dernière, dont le DVD vient de sortir il y a